pas posée, qui est que oui, je vais essayer d'être candidat à l'élection, j'essaie d'être candidat à l'élection présidentielle. Être candidat à l'élection présidentielle, pourquoi? Parce que ça sera un moyen fantastique pour faire connaître notre mouvement. Nous avons, aux dernières élections régionales, je me permets d'insister, je voyais tout à l'heure d'ailleurs le député maire de Bar-le-Duc, qui m'a gentiment reçu dans son bureau, et qui reconnaissait d'ailleurs, je ne crois pas trahir un grand secret, qui disait qu'effectivement il reconnaît qu'avoir 10 800 adhérents et avoir fait près de 1% des suffrages au niveau national avec 190 000 électeurs, quand on est barré de tous les grands médias nationaux, c'est un tour de force. C'est la réalité. Mais vous imaginez que nous avons fait près de 1% des suffrages au niveau national, alors qu'il n'y a peut-être que 1,5 ou 2% des Français qui nous connaissent. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit dans une salle, un de nos adhérents, qui a applaudi, qui a dit c'est vrai, l'UPR, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un peu vrai. C'est-à-dire que parmi les gens qui connaissent notre mouvement, il y a un nombre très important de gens qui votent pour notre mouvement. Nous n'avons pas de barrière, de plafond de verre comme le FN, comme le Front de gauche. Pourquoi? Parce que nous avons un mouvement qui est un mouvement de large rassemblement, qui rassemble les Français sur leur plus grand dénominateur commun. Nous avons mis de côté des sujets qui nous divisent. Parce qu'avant de parler des sujets du style la fiscalité, le mariage pour tous, l'immigration, ce sont des sujets qui ne sont pas sans importance, je le reconnais. Mais il y a quand même un sujet plus important que tout, qui est la survie de notre pays et de notre niveau de vie. On est en train d'être détruit. Donc, c'est parce qu'on se focalise là-dessus qu'en fait, on fait en sorte qu'on attire des gens de tous les horizons. Et il y a vraiment un état d'esprit UPR qui s'est développé. Si on a 1% des suffrages avec 2% des Français qui nous connaissent, une règle de 3 vous donne à penser ce qu'il en serait si au lieu qu'il y ait 2% des Français qui nous connaissent, il y avait 80% des Français qui nous connaissent. Ça pourrait faire du 40%. Donc nous sommes potentiellement sur un mouvement éruptif, un mouvement explosif, au sens de l'explosion de la notoriété. Donc nous devons absolument franchir ce stade de la notoriété. Les grands médias l'ont bien compris. Et quand je dis les grands médias, je dis bien les grands médias, je ne dis pas les journalistes. On a des journalistes qui ont allé à l'UPR. Il ne faut pas se tromper. Quand je suis allé chez Ruquier, où ça a été une espèce de saloperie, ça a duré 55 minutes, le produit final, ça a été 18 minutes. Il y a la réalisatrice qui a coupé quand même, qui a charcuté là-dedans, qui a enlevé plus de 37 minutes. Il y a eu ce qui a été diffusé, c'est un tiers de ce qui avait été enregistré. Avec des montages scandaleux. Par exemple, on me pose une question. Il y avait une caméra qui filmait la personne qui, je sais pas, mettons, comment il s'appelait, Émeric Caron, qui me pose la question, une caméra qui me filme. Et après, moi, j'écoute, et après, je réponds. Le montage, c'est là, Émeric Caron, et moi écoutant. Et c'est tout. Pas ma réponse. C'est-à-dire que les gens qui ont vu la question, je me suis dit, j'ai eu des appels, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, président, pourquoi vous n'êtes pas répondu? J'avais répondu. Mais le montage, ils ont mis successivement la question, et moi écoutant la question à l'après, comme si j'écoutais, comme ça, comme si je ne savais pas quoi répondre. Je ne sais pas si vous voyez le montage. Mais il ne faut pas se tromper. Ruquier, c'est une fleur qui m'a faite. On a un journaliste, je vous dirais pas qui nous a dit on n'a pas le droit de parler de vous. La seule façon qu'on a de parler de vous, c'est de vous taper dessus. On préfère vous taper dessus. Parce que ça vous fait connaître. On en est là, On en est là en France. Je vous assure. On en est là. C'est la raison pour laquelle il faut que je sois candidat, parce que si je peux être candidat à la présidentielle, même si tout sera fait pour essayer de me cheminadiser, pour essayer de me camoufler, etc., ça ne marchera quand même pas. S'il y a 6 ou 7 candidats à la présidentielle, si je suis vers le 6 ou 7, il y aura forcément des millions de Français qui vont dire c'est qui ce Gus, qui vont se renseigner. Donc pour nous, c'est un véritable changement de dimension. Et on se présentera ensuite aux élections législatives, d'autant plus facilement qu'on aura... Je rappelle qu'aux élections régionales, on a fait plus de 1% dans 3 régions. On a fait 1,14% des voix en région Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace. On a fait 1,25% en Pays de la Loire. On a fait 1,49% en Centre-Val de Loire. Je rappelle qu'il y a des villes comme par exemple à Angers, où on a fait 2,7%. À Nevers, on a fait 2,6 ou 2,75%. C'est pas totalement anodin.
Je rappelle que nous avons, enfin je vous apprends, que nous avons dépassé 1% des voix dans 13 800 communes de France sur 36 000, ce qui nous permet d'espérer que quand on se présentera aux législatives, si j'ai pu être candidat à la présidentielle, eh bien que nous ferons un score significatif pour les députés, enfin les candidats qui se seront présentés à la députation. Et puis tout peut arriver. Hein. La situation française actuellement, elle est devenue insaisissable. Quand actuellement, des événements politiques sont en germination en France. Voilà. Actuellement, on voit bien, moi je vois quand je fais mes conférences, il y a de plus en plus de monde. J'ai fait un article, vous l'avez peut-être vu, sur la papade d'Obama, sur Raúl Castro. Bon, mais mine de rien, on en est à 1 300 000 personnes qui ont visionné ce truc-là. Vous pouvez voir le journal Libération avec ses 65 000 tirages, dont seulement 25 000 à acheter surface, comme il dit, c'est-à-dire des ventes au numéro, peut aller se rhabiller, ils peuvent me traiter de tout le monde s'en fout. La presse française, elle est complètement discréditée, donc les événements sont en cours. Alors je vous dis tout ça pour vous donner un message d'espoir. Moi, depuis 9 ans, si j'avais pas eu la foi du charbonnier, bon, c'est un autre proverbe chinois qui dit « Le ciel ne se montre jamais ingrat avec celui qui se donne du mal ». Bon, donc ne perdez pas l'espoir, au contraire, soyez adhérés. Il y a des formules d'adhésion à l'UPR. Et puis également, j'adresse ici à ceux d'entre vous qui connaîtraient un maire. Quelqu'un dont la mère serait maire, ça peut arriver. Quelqu'un dont le père serait maire, c'est aussi des choses qui arrivent. Des gens dont le frère serait maire, ou la grand-mère serait maire. Bon, vous connaissez un conseiller départemental. Ou tout simplement un ami, votre voisin, qui est le maire d'un petit village. Si vous pouvez nous donner un coup de main pour accélérer la recherche des promesses de parrainage, vous serez le bienvenu. Parce que les 500 promesses de parrainage, ce n'est pas facile. Surtout quand vous tombez sur des maires qui disent « Mais attendez, monsieur, je n'ai jamais entendu parler de vous. Et j'ai beau regarder les sondages, vous n'apparaissez pas dans les sondages. » Ben oui. Donc il faut ramer. Alors, heureusement, grâce au régional, on a maintenant une certaine notoriété. On commence à rencontrer un certain nombre de maires qui ont déjà entendu parler de l'UPR et de moi. Mais toutes les aides sont les bienvenues. Hein. Donc ça, je réfléchissais beaucoup là-dessus. Il faut absolument que l'on se mobilise. On en a déjà pas mal, hein, mais on est encore loin du but. Donc il faut absolument se mobiliser. Et puis j'en profite aussi pour lancer un dernier appel. Nous aurons aussi besoin de candidats aux législatives. En donnant la préférence, bien entendu, aux adhérents et aux adhérents de longue date. Mais je le signale, si parmi vous, il y a des gens, et je m'adresse tout spécialement parmi vous aux femmes, puisqu'en général, les hommes sont plus faciles à convaincre que les femmes. Les femmes ont une plus grande réticence psychologique à vouloir prendre des responsabilités dans les partis politiques. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des lois de discrimination positive en leur faveur. Et donc je m'adresse tout spécialement aux femmes parce que pour les élections législatives, nous essaierons de présenter le maximum de candidats dans le maximum de circonscriptions. Et il faut absolument faire en sorte qu'on ait au moins autant de femmes candidates que d'hommes candidats, sinon il y aurait des pénalités financières importantes. Et puis par principe, je ne voudrais pas que le l'UPR soit un mouvement exclusivement vu comme un mouvement masculin et machiste. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, à part me vouer à la divine providence et que vous adhériez en masse et que vous me trouviez les 500 parrainages, voilà, là les adhésions sont là. Je rappelle d'ailleurs que si vous versez 30 €, vous pouvez enlever 20 € de votre impôt sur le revenu de l'année prochaine, si vous êtes assujetti à l'IR, bien entendu, ce qui veut dire que l'adhésion à l'UPR ne vous coûte que 10 €, ce qui est quand même pas cher. Et quand vous aurez bien compris ça, vous vous direz finalement pourquoi mégoter, je vais mettre 300 €. Donc vous mettrez 300 €, ça ne vous coûtera que 100 €, puisque vous pourrez déduire 200 €. Déduire 200 € de vos impôts, ça veut dire très exactement, mesurez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous vous attribuez le pouvoir de prendre 200 € dans le budget de l'État pour le donner à l'UPR. C'est quand même pas mal. Quand vous aurez parfaitement compris ça, vous vous direz, allez, adieu bon, pourquoi mégoter encore? Je vais mettre 7 500 €. C'est le maximum annuel que l'on peut obtenir, et donc vous pourrez déduire 5 000 € de votre impôt sur le revenu. C'est à peine une plaisanterie, on a quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, mais qui sont allés jusqu'à nous donner de telles sommes. On a 2-3 adhérents qui nous donnent régulièrement cette somme, des gens qui sont très aisés. Mais tous les gens sont les bienvenus, et vous savez, quand parfois j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'était un don d'un gamin qui avait 16 ans, je crois, et qui avait envoyé 5 €, c'était très gentil. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui. Oui, pour revenir au
boycott médiatique dont vous faites preuve. Je voulais savoir si par hasard il n'y avait pas un moyen de mise en pression de ces gens-là, je pense notamment au service public de Radio France. Parce que je trouve inacceptable que vous ne passiez pas, par exemple, dans la matinale de France Inter. Alors, ça, je suis. Alors, ce qui est vrai, vous avez raison. Les rares fois où je suis passé, c'est quand il y a eu des gens qui ont protesté, notamment auprès de Bourdin, sur RMC. À la fin, Bourdin m'a dit, vous y prenez très mal, c'est pas... Je dis, mais attendez, je me prends peut-être très mal, c'est la seule fois que vous m'avez invité, c'est justement quand des gens gueulaient. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Je vous ne savez pas tout, on a écrit au CSA. Mais le CSA est dirigé par M. Schramek. M. Schramek, c'est l'ancien directeur de cabinet de Jospin. Si on apprenait qu'il y avait un organisme chargé de faire respecter la pluralité politique sur les télévisions russes, et qui était dirigé par un ami de Poutine, les gens riraient aux éclats en France. Et c'est pourtant ce qui se passe en France. D'ailleurs, je vous tiens au passage qu'en Russie, les grands médias tirent à boulet rouge sur Poutine, contrairement à ce qu'on vous raconte en France. Donc, nous, on a écrit au CSA une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, ça va. Là, maintenant, on a accumulé suffisamment de munitions, notamment avec le quasi 1% qu'on a fait, pour que je vais réécrire à M. Schramek, mais je vais aller au-delà, c'est-à-dire qu'on va saisir le défenseur des droits. Je l'envisage éventuellement, il faut que je fasse une consultation juridique, d'attaquer le CSA dans le Conseil d'État pour abus de pouvoir, et puis également de saisir l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L'OSCE, qui est un fruit de la détente, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'OSCE, vous avez donc tous les États d'Europe, plus les États-Unis, le Canada, qui sont à l'OSCE. Et l'OSCE envoie des observateurs au moment où il y a des élections présidentielles litigieuses. Bon, en Biélorussie, il y a eu à la fin 2015 une élection présidentielle en Biélorussie où le président Loukachenko a été réélu. Et j'ai vu, alors j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai vu que les États-Unis, l'OSCE émettaient des critiques sur la façon dont s'était déroulée l'élection présidentielle en Biélorussie parce que tous les candidats n'avaient pas eu le même accès aux médias. Ça, c'est pas béni, donc on va saisir ça. Et puis, et c'est dire plus directement ce que vous souhaitez, je crois qu'effectivement, on va lancer un appel à manifester, pas à manifester, mais à envoyer à bombarder les états-majors, comme Hervé Marot, c'est-à-dire à envoyer effectivement sur le service, mais pas forcément seulement le service public. Je réfléchis, je me demande s'il faut focaliser notre truc ou c'est peut-être mieux de focaliser sur une télé ou une radio particulière. Mais c'est très verrouillé. Le service public est peut-être plus verrouillé que les médias privés. C'est dire. C'est dire. Oh. C'est triste, hein, là. En tout cas, écoutez, si vous n'avez plus de questions à poser, moi oui, encore. Il y a un espoir, quoi. Il y a un espoir. Vous avez parlé un petit peu de notre emprisonnement au niveau national. Est-ce que, là, je voudrais un petit peu votre avis ou un éclaircissement, parce que je ne connais pas ça très bien, mais est-ce qu'une intercommunalité, finalement, ça ne fonctionne pas comme l'Union européenne? Parce que je vois des gens qui sont des représentants, mais qui n'ont été élus par personne. Et je me demande toujours, parce que moi j'habite dans un milieu rural, comment on peut faire pour déloger ces gens-là? Il n'y a pas moyen. Mais c'est amusant que vous parliez de ça, parce que j'ai eu une conversation avec le maire de Culé, c'est ça? Culé, ouais. Qui, monsieur Enchéri, que j'ai vu tout à l'heure, et qui j'ai passé un bon moment avec lui, parce qu'il m'a raconté comment il a fait sortir sa commune, justement, il l'a fait sortir d'une intercommunalité. Les propos qu'il tenait, c'est exactement ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, c'est au niveau local, d'une certaine façon, une espèce de mini-Union européenne qui est imposée. Effectivement, il faut se battre. vous avez raison, je trouve que la comparaison est bonne. En attendant, je fais encore une fois, hein, si vraiment vous connaissez un maire, vos amis, proches, et surtout, alors, si vous habitez dans une grande ville, s'il y a plus de 10 000 habitants, si le type il est encarté, républicain, Modem, UDI, PS, bon, c'est même pas la peine d'y aller. Mais je parle aux gens qui vivent dans une commune, si possible, de moins de 1000 habitants, à fortiori de moins de 500 habitants, et avec un maire qui est non encarté, qui n'a pas d'étiquette. Voilà. Si en plus vous avez la chance de bien connaître le maire, si en plus de ça le maire est quelqu'un, vous avez tous les goûts sont dans la nature, vous avez des maires qui sont des gens très très prudents et tout, puis vous en avez d'autres qui sont des gens qui ont de la personnalité, qui raisonnent par eux-mêmes, qui ont envie. Je rappelle que les parrainages, c'est pas un vote. Hein.
On ne demande pas aux maires d'adhérer à l'UPR ni de voter pour moi. Ils peuvent très bien ne pas être d'accord. Un parrainage, c'est simplement... C'est comme un permis de conduire. Vous ne donnez pas un permis de conduire, on ne donne pas à quelqu'un un permis de conduire à la condition qu'il tourne à droite en sortant, ou qu'il tourne à gauche. On donne un permis de conduire parce que la personne sait conduire. Ben là, c'est la même chose. Le parrainage, le vrai nom, c'est présentation d'un candidat. C'est un truc qui a été fait à l'origine pour évacuer les candidats fantaisistes. Donc la seule question que doit se poser à moi, c'est est-ce que ce monsieur dont on me parle, ou cette dame, en l'occurrence, je crois que je suis plutôt un monsieur, est-ce que le monsieur dont on me parle, est-ce que c'est ce monsieur, par son expérience professionnelle, par ce qu'il a fait dans la vie, par les analyses qu'il fait, par la capacité qu'il a à débattre, est-ce qu'il peut enrichir le débat démocratique en France? Voilà. Je crois que poser cette question comme ça, sauf à être vraiment d'une mauvaise foi ou d'un aveuglement inouï, je crois que personne ne peut nier que je réponds à ces critères et à ces qualités. J'ai eu l'autre fois, on avait fait notre université d'automne dans Bourgogne. On avait invité un maire qui était un maire du MoDem et qui est donc alors très très pro-européen. Et à la fin, il m'a dit "Écoutez, moi je ne suis pas d'accord, moi je suis très pro-européen. Mais dans tout ce que vous avez dit, il y a quand même des choses qui sont quand même très intéressantes et j'avoue assez troublantes. À laquelle il n'avait pas de réponse, et qui lui a ouvert des quantités d'informations qu'il n'avait pas, parce que c'est l'objet de mes conférences. Et il m'a dit, je vais vous parler. D'ailleurs, ce qu'il a fait, il a signé une promesse de parrainage, parce qu'il a dit, je pense que ce serait effectivement bien, j'aimerais bien voir les réponses qu'on aurait. Ben, voilà quelqu'un qui a compris ce que c'est que le principe des parrainages. Malheureusement, vous avez les grands appareils politiques du PS ou des Républicains qui donnent instruction à leurs affidés de refuser tout parrainage. Mais ça, c'est une honte, parce que c'est contraire à l'esprit des institutions. C'est pas un premier vote, c'est normalement un simple filtrage des candidatures fantaisistes. Donc, si vous allez voir votre maire, à la limite, vous n'avez même pas besoin d'entrer dans le programme. À la limite, vous dites, bien, le programme, c'est par exemple, voilà un monsieur qui, voilà, puis vous aurez mon CV, vous le trouverez sur Internet. Voilà, j'ai rencontré, j'ai une grande expérience en matière internationale. J'ai été dans, voilà, je suis, voilà, c'est tout. Alors là, en général, l'expérience montre que les maires souhaitent quand même en savoir un peu davantage, mais actuellement, on en rentre des promesses de parrainage. Il y a quand même beaucoup de gens quand même qui se rendent compte que ça ne va plus du tout, quoi. Même dans la haute fonction publique, je peux vous dire, à Paris, mais les langues ne sont pas encore là à se délier, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent vraiment plus que des questions. Voilà. Donc il faut, c'est important, parce que sinon, le pays est en train de partir dans le décor, vraiment. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tout est verrouillé, muselé, et comment que ça se fait tout n'explose pas, quoi. La vérité n'éclate pas. Mais elle éclate quand même, parce que regardez, vous êtes quand même... Attendez, moi j'ai lancé ce mouvement il y a 9 ans, je peux vous dire qu'il y a encore 5-6 ans, si j'avais fait une conférence ici, il y aurait peut-être eu 3 personnes. Parce que les gens ne vont plus, c'est inouï ce qu'on fait là. C'est inouï. Les gens ne vont plus dans les réunions publiques. Alors, en plus, on n'est même pas en campagne électorale. Donc les gens ne vont plus à cet exercice qu'on est en train de réhabiliter. Non, là, il y a une vraie question, et là je ne sais pas très bien quoi vous répondre, c'est que il y a un degré d'apathie, d'inertie des Français qui est phénoménal. Alors qui s'explique parce que malheureusement les gens sont derrière leur écran de télé, il y a un effet d'hypnose devant la télé, il y a un effet aussi En 1801, j'ai un ami qui me disait, en 1830, lorsque les Trois Glorieuses, vous savez, lorsque le prince de Polignac, à la demande de Charles X, qui était un crétin, qui était un type qui, comme disait Talleyrand, il n'a rien oublié, il n'a rien appris en parlant des émigrés, des gens qui voulaient revenir à la France d'avant 1789. Le monde avait tourné, on ne pouvait pas toujours revenir à 50 ans en arrière, c'est pas possible. Parfois on peut revenir des choses, mais là, dans l'évolution des sociétés, vouloir rétablir en France une France d'ancien régime avec une monarchie absolue, ça ne marchait pas en 1830. Le temps était passé. Donc le prince de Polignac prend les ordonnances que vous savez, qui restreignent la liberté de la presse qu'avaient imposé les puissances victorieuses de la France à Louis XVIII. Et à ce moment-là, le peuple de Paris descend. Et c'était quoi les gens en 1830? C'était des hommes. L'espérance de vie devait être 40 ans, 45 ans. Donc un type qui avait 25 ans, qui était
un gros bras, bon, il avait peut-être encore 10 ou 15 ans à vivre devant lui au maximum. À l'époque, on croyait en Dieu. Bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de radio, donc les gens, ils vivaient à la bougie. Et les gens, ils avaient des discussions politiques, et puis les gens, ils allaient se faire trouver la peau. Finalement, ils avaient une vie qui était assez brève. Et là, cette personne qui faisait ça me disait, mais maintenant, les Français sont devenus, les peuples d'Occident sont devenus des peuples de dactylos. Tout le monde est derrière son ordinateur à s'indigner, mais c'est pas en étant une dactylo derrière son ordinateur que les choses changent. Donc il y a, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a énormément de mécontentement, mais il y a un effet pervers d'Internet. Enfin, c'est à la fois, c'est comme la langue d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Internet est un fantastique outil de diffusion d'informations. S'il n'y avait pas Internet, l'UPR n'existerait pas. C'est simple et net. Mais il y a aussi un certain nombre de gens qui n'arrivent pas à transformer l'essai, qui n'arrivent pas à passer du stade du virtuel au stade du réel. C'est pour ça que, par exemple, quand on a collé des affiches UPR, on a eu... lorsque les gens voient des affiches UPR, ça me vaut toujours des vagues d'adhésion, parce qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Quand ils voient une affiche, d'un seul coup, ils se disent que le monde, c'était pas uniquement dans un jeu 3D. C'est en fait, effectivement, ça existe. Et c'est ça qu'il faut, c'est que les Français, c'est pour ça que je fais des appels toujours à l'adhésion, parce que nous suivre, c'est très gentil, mais ensuite, il faut adhérer. Après, du moment où vous avez adhéré, vous serez contacté, il y a des réunions mensuelles, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais vous verrez qu'il y a un bon état d'esprit. Puis c'est assez rigolo d'aller coller des affiches. C'est très formateur de distribuer des tracts, d'aller discuter avec les gens. Et ceux d'entre vous qui le souhaitent, c'est être candidat, vous savez, votre vie changera. Moi, je sais qu'il y a un avant et un après dans ma vie, le jour où j'ai été candidat et que j'ai vu même ma bobine sur les murs. Parce que c'est quand même, d'un seul coup, vous apercevrez la lourdeur du suffrage universel, la grandeur et la lourdeur de la démocratie. Et la misère aussi de la démocratie. Quand vous voyez, il y a des gens qui se décident sur des futilités, sur des choses effrayantes. Et puis il y a au contraire des gens qui se décident sur des choses très réfléchies. Vous avez de tout pour faire un monde. Donc c'est ça, c'est tout ça, c'est faire de la politique. Mais je suis d'accord avec vous que parfois on est... Alors ce qui est vrai aussi, c'est que vous m'interrogez en fait sur le verrouillage. Malheureusement, la France, elle fait partie dans une ère géoculturelle, enfin, je crois, qui est le monde latin et le monde romanisé et le monde catholique. Donc la France est un pays de dogmes. Les pays catholiques romains sont des pays de dogmes. C'est pas comme le pays du nord de l'Europe, qui sont des pays plus pragmatiques, qui sont rebellés contre le dogme. Le protestantisme, c'est d'abord avant tout une rébellion contre le dogme. Vous avez des pays comme les pays scandinaves qui ont un vieux fond anthropologique. Les pays scandinaves, c'est des pays extrêmement égalitaristes. Et des pays... ce que je dis, moi, c'est ça. Tout le monde parle de ça en Norvège, en Islande. Le débat est très très libre, même au Royaume-Uni. Alors que les pays de catholiques romains sont des pays où il y a des on fulmine des excommunications. C'est pas pour rien que les pays catholiques romains sont des pays qui ont été très longtemps sous la puissance de du Saint-Siège, et aussi les pays qui ont donné les plus forts partis communistes, en Espagne, en Italie, en France, au Portugal. Donc on est des pays de dogmes. Il y avait un... Enfin, vous connaissez forcément Chateaubriand, qui était un bel esprit, et qui était contre-révolutionnaire, c'est un aristocrate. Et après, sous la Restauration, il écrit, il était anti-révolutionnaire. Il avait eu ce propos amer en disant que finalement les Français se fichent pas. C'est Chateaubriand qui le dit, je ne sais pas par l'évangile, mais c'est intéressant comme pensée. Vers 1820, 1818, il écrit « En fait, les Français se fichent pas mal de la liberté, l'égalité seule est leur idole. » Et beaucoup plus tard, Michelet, qui est un grand historien dans la seconde moitié du XIXe siècle, a eu ce mot extraordinaire. Il a dit « En France, la Révolution a fait 32 millions de nobles. » Parce qu'il y avait 32 millions de Français. Si vous y réfléchissez, c'est très très malin. Ça veut dire qu'en fait, en France, les Français sont finalement beaucoup moins attentifs à la liberté d'expression qu'on veut bien le dire. En Angleterre, il y a eu, par exemple, en ce moment, les débats font rage en Angleterre. Il y a eu, sur le référendum qu'il y a eu sur le Brexit, c'était, première question, voulez-vous, oui ou non, que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne? Et il y a eu un mouvement d'opinion
relayés par des députés, qui ont dit on ne peut pas accepter cette question, parce que tout le monde sait qu'il y a un tropisme de l'électorat à voter plutôt oui que non. Et donc, ça défavorise la sortie de l'Union européenne. Donc, ils ont débattu et obtenu que la question qui va être posée, c'est voulez-vous, vous cocherez une coche, voulez-vous sortir de l'Union européenne, voulez-vous rester dans l'Union européenne? Pour que ce soit, voilà le genre de débat très pragmatique, très, ouais, et ce sont des gens, moi ils sont pas comme nous, ils sont des Anglais, mais j'ai une belle sœur britannique, j'en parle, j'aime bien les Britanniques, mais je sais tout ce qui nous sépare, mais aussi ce qui nous rapproche. C'est quand même le pays qui a inventé la Magna Carta, qui a inventé l'habeas corpus, qui a inventé la monarchie parlementaire, qui a inventé la démocratie parlementaire, qui a inventé les trade unions, et le pays qui a tenu tête seul à Adolf Hitler après la débâcle française de 1940 jusqu'à l'entrée en guerre de la Russie. C'est quand même un pays, c'est ça là. Il faut toujours, les insulaires, c'est comme les montagnards, ce sont des gens qui ont souvent. Voilà. Voilà le débat qu'il y a eu au Royaume-Uni. Il y a des débats. Alors qu'en France, les Français, c'est pas un peuple qui se bat beaucoup pour la liberté d'expression. En revanche, les Français, c'est un peuple, ça remonte à. Jules César en parlait déjà. En France, c'est les tribus gauloises, c'est l'indiscipline, c'est la jalousie, c'est. Les gens se jalousent, c'est comment dirais-je, l'égalitarisme. C'est pour ça que la société à la Macron, elle est inacceptable pour le tissu social français. C'est pour ça que ça ne marche pas. On veut imposer à la France une vision anthropologique de l'univers qui est celui des anglo-saxons. Les Américains, si vous êtes dans la rue, c'est de votre faute. C'est la destinée manifeste. Voilà. En France, c'est pas comme ça que les choses se passent. Moi, depuis 9 ans que je parcours la France, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit venu me voir à l'issue d'une réunion en me disant « Moi, monsieur, ce que je pense, c'est qu'il faut privatiser la Poste. » Ça n'existe pas. Que les gens soient de droite, du centre ou de gauche, en France, on a un vieux socle anthropologique, égalitariste, pétri de catholicisme et de christianisme, et qui fait que les Français, dans leur immense majorité, je n'ai pratiquement jamais vu d'exemple contre, les Français, dans leur immense majorité, considèrent que face aux grands événements de la vie que sont la naissance, l'éducation, la maladie et la mort, il ne doit pas y avoir de différence sociale. Tout le monde doit être traité de la même façon. Parfois, j'ai vu de temps en temps un étudiant sorti d'HEC, j'en parle, j'ai suis un ancien d'HEC, quelqu'un qui a fait un stage à MBA aux États-Unis, qui dit mais non, il faut aussi. Mais ça, c'est les gens qui veulent taper sur la sécurité sociale, c'est des gamins des beaux quartiers qui ont 23 ans. Et quand ils en ont 50, que leur conjoint aura eu une rupture d'anévrisme, etc., et qu'ils seront bien contents de trouver, à ce moment-là, les gens ils changent d'opinion. C'est pas vrai. Le vieux socle anthropologique français, il est encore là. Comme je le dis souvent, les services publics, enfin, vous me connaissez, vous avez peut-être vu cette conférence sur l'histoire de France, oui? La question pour la boucherie, c'est de savoir qui nous Ah oui, je termine mon propos, parce que je dis simplement, dans la question sur l'histoire de France, j'insiste sur le fait que il y a une figure très importante dans notre histoire qui est Louis IX, qui est devenu Saint-Louis. Louis IX était le fils de Blanche de Castille, donc sa mère d'origine espagnole, extrêmement pieuse, et qui a élevé son fils dans une très grande piété. C'est la période, au milieu du XIIIe siècle, où il y a le manteau blanc de cathédrale qui se répand sur l'Europe occidentale, en particulier en France. Et Louis IX, il va faire deux choses qui sont restées dans notre histoire. Premièrement, en 1245, il crée des établissements de commun profit, c'est-à-dire que les gueux, les manants, comme on dit, les serfs, il y en a encore, des gens qui ne sont pas servis à la glèbe, puissent aller se faire soigner avec la médecine de 1245. Enfin, se faire soigner, il y avait quand même une médecine à l'époque, aux frais du roi, de la cassette royale. C'est les premiers établissements publics de France. Et ça, les Français n'ont jamais oublié ça. Le roi, qui est une espèce de père idéal, dans la conception de la monarchie française, le père idéal qui défend les petits contre les gros. Et ça, c'est ce que Louis IX avait parfaitement compris. Et Louis IX, il fait une deuxième chose qui est restée célèbre dans l'image d'Épinal, c'est Louis IX, c'est Saint-Louis sous son chêne. Ça veut dire quoi sous son chêne? C'est rend la justice. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il rend la justice? À Vincennes, ça se passe en banlieue parisienne. Il y a toujours le château de Vincennes. Il y a toujours l'endroit où il y avait le chêne, paraît-il. Il doit y avoir un McDo à côté maintenant, mais bon, peu importe. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il rend la justice sous son chêne? Ça veut dire que le roi de France
il fait venir des plaignants. Il y a par exemple le seigneur, le comte, ou le vicomte, le marquis, je sais pas quoi, et puis il y a un paysan. Et le roi, il écoute les deux, et dans un certain nombre de cas, il donne raison aux paysans contre le seigneur. Dans la France médiévale, c'est une révolution. On est dans le Moyen-Âge. C'est pas le haut Moyen-Âge, c'est pas non plus le bas Moyen-Âge, on n'est pas à la Renaissance, on est en plein Moyen-Âge. C'est une révolution. Et les Français n'ont jamais oublié ça, ils ont tellement jamais oublié ça que dès la mort de, vous savez, qui meurt pendant une croisade, il meurt à Tunis en 1270, et les Français, il va y avoir un mouvement d'opinion extraordinaire pour demander qu'ils soient sanctifiés, ce qui aura lieu, Boniface VIII, le pape, en 1293, je crois, fait de Louis IX Saint-Louis. De telle sorte qu'ensuite, tous les rois de France qui vont lui succéder, c'est pas banal, descendent d'un saint de l'Église catholique. La monarchie française a adopté au XIIe siècle la fleur de lys, qui est le symbole de la Vierge Marie dans le Cantique des Cantiques. C'est la seule monarchie au monde qui, au lieu d'avoir des aigles ou d'avoir des armes blanches, il a un symbole virginal et avec un roi qui descend de la Vierge Marie. Et ça traverse toute notre histoire de telle sorte que, même encore aujourd'hui, les Français, ce qu'ils cherchent dans le chef de l'État, s'ils cherchent Saint-Louis, et quand ils ont flambi, ça va pas. Il y a eu des bons rois et des mauvais rois. Les bons rois, ce sont ceux qui défendent le peuple contre les féodaux. Louis IX, Henri IV, Charles V avant, Henri IV, Philippe le Bel d'une certaine façon, Louis XIV au début avec les grandes journées d'Auvergne. Louis XIV il fait ça au tout début. Hein. Il a 20 ans, il envoie des missi dominici en Auvergne qui dressent des tribunaux populaires, on dirait, en Auvergne, et qui écoutent les doléances des gens, et ils font mettre au trou le seigneur local parce qu'il fait du droit de cuissage ou parce qu'il est méchant, etc. Et donc il les fait mettre au trou. Eh bien, les Français n'auront jamais oublié ça, de telle sorte que la fin du règne de Louis XIV est entachée, vous savez, c'est une catastrophe, hein, à partir de 1700, quand Louis XIV... D'abord, avant, il y a la révocation des Édits de Nantes, qui est une catastrophe totale. Et puis, à la fin, en 1700, il accepte le testament de Charles IV d'Espagne, qui meurt sans enfant, il accepte donc son petit-fils, Philippe de Bourbon, monte sur le trône d'Espagne. C'est la guerre de succession d'Espagne, qui va durer jusqu'en 1713. 1709, c'est la bataille de Malplaquet, la France. Il y a une coalition européenne entière qui veut détruire la France. La France a failli disparaître. Et en plus, l'hiver est horrible. Les hivers 1707, 1708, c'est la petite glaciation, vous connaissez ça. Le vin gèle sur la table à Versailles. Louis XIV est obligé de vendre toute son argenterie. Vous ne trouvez plus, on vend des écus en argent. C'est excessivement rare, tellement tout a été fondu à l'époque. Il n'y a plus de vaisselle en or, tout a été vendu. En 1709, la France, elle a fait détruite. C'est arrivé à plusieurs reprises dans notre histoire. Eh bien, le peuple français fait bloc derrière Louis XIV, parce qu'il n'a jamais oublié les grands jours populaires. Et puis il y a les mauvais rois. Les mauvais rois, c'est Charles VI qui dit que la France est trop petite et que bon, il est sous la houlette de sa femme Isabeau de Bavière et du prétendu amant de celle-ci, le duc de Bourgogne. Et donc il dit quand je serai mort, la France elle échouera, elle sera dévolue au roi d'Angleterre. C'est le traité de Troyes de 1420. Ça va être l'épopée de Jeanne d'Arc. Le mauvais roi, c'est Louis XV. Louis XV, après la bataille de Fontenoy, la France sort victorieuse. Et au lieu d'en tirer profit, il donne tout à Frédéric de Prusse, parce que la Pompadour et Louis XV vivent dans l'univers des cours, et puis ils trouvent très chic de servir des intérêts étrangers. Les Français diront « on s'est battu pour le roi de Prusse », c'est une citation qui restera dans notre histoire nationale. Et à partir de ce moment-là, les Français ont commencé à détester Louis XV, qui était le bien-aimé au début de son règne, et quand il meurt en 1774, on est obligé de l'enterrer à la sauvette, les gens rigolent et injurient le cercueil. Et en plus, son petit-fils, il l'a marié à Marie-Antoinette d'Autriche, qui est l'ennemi héréditaire. Donc les Français, à partir de 1750, 1760, commencent à comprendre qu'ils sont dirigés par un mauvais roi, par des mauvais rois qui ne défendent pas les intérêts de la France, qui défendent des intérêts d'un monde qui n'est pas le leur, l'international des coups. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'histoire de la Ve République. Parce que De Gaulle, c'était avec ses qualités et ses défauts, et plus le temps passe, plus maintenant il apparaît comme un géant de l'histoire. De Gaulle, c'est quelqu'un qui défendait l'intérêt de la France contre les féodaux de son époque. Les féodaux, c'était déjà la grande banque. De Gaulle qui dit la politique ne se fait pas à la corbeille. C'était les grands partis politiques. C'était ça que De Gaulle combattait. C'était les États-Unis, c'était les nazis avant, les Russes, tout ce qui menaçait la souveraineté et l'indépendance du peuple français.
Et les Français, confusément, l'ont compris. Et puis maintenant, là où ça n'a plus du tout, c'est que depuis Sarkozy, les Français ont compris que Sarkozy ou Hollande ne dirigent pas la France pour le bien des Français, ils le dirigent contre le bien des Français, pour le compte d'autrui. C'est la raison pour laquelle, profondément, nous sommes entrés dans une phase pré-révolutionnaire, parce que nous avons des gens qui ne connaissent pas l'histoire de France. Je suis absolument convaincu qu'on est entré dans une phase pré-révolutionnaire. Mais qui dit révolution ne dit pas forcément révolution violente, mais dit bouleversement politique. Alors ça, je vous parie, je parie absolument tout sur le fait que nous allons vers des événements de plus en plus graves en France, parce que tout ce qui se passe en ce moment contrevient à toute l'histoire de France. Et toute l'histoire de France nous montre comment ça va se terminer. Voilà. Alors, il paraît qu'il faut aller à la boucherie, c'est-à-dire pour ceux qui le veulent, c'est-à-dire il y a un repas, chacun payera son écho. Hein, donc c'est une chaîne un petit peu, c'est du style 15 à 20 euros par personne, je crois que ça doit être à peu près ça. Enfin, c'est ce que vous prenez. Bon, voilà. Si certains veulent aller dîner avec moi, je serai là pour répondre à vos questions. Ils sont les bienvenus. Pour les autres, je les remercie d'avoir été là. Je leur demande, encore une fois, ça sera la dernière, d'adhérer s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et puis éventuellement de se faire connaître, si éventuellement ils connaissent un maire, de se faire connaître notamment soit à Gilles, soit à... Il est où un autre Gilles, je ne vous avais pas vu. Soit vous nous écrivez aussi sur Contact IPR, si vous n'êtes pas dans la région, si vous êtes dans une autre des département. formulaires spéciaux pour les parrainages. Oui, mais on demande les gens qui veulent aller chercher un parrainage pour aller chercher auprès d'un maire, on leur demande de se manifester parce qu'on a un certain nombre de choses et de conseils à leur donner. Et on leur donnera un document, ma biographie, plus un formulaire spécial. Mais on veut que les choses se passent. On ne veut pas laisser, excusez-moi, je ne dis pas ça pour vous, mais on ne veut pas laisser n'importe qui aller parce que il y a des prudences à avoir, il y a des façons de procéder à avoir. Et puis on veut être sûr de la personne qui y va. Donc voilà, on veut pas. On veut simplement vérifier qui y va, et puis après on demande des comptes rendus de c'est pas la mer à boire, hein, c'est pas non plus, on demande pas aux gens de se jeter du haut de la Tour Eiffel. Un maire faire un parrainage, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut quand même y aller, il faut aller voir les maires. Voilà. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître. Merci beaucoup.